À l'écran, elles incarnaient l'élégance française. Dans l'ombre, leurs amours croisaient diplomates et services secrets, lesquels ont vraiment espionné et lesquels furent condamnés par une légende, un Paris 1942. Dans les salles encore ouvertes malgré les couvre-feux, une voix familière traverse l'obscurité. Arletty est au sommet. Quelques années plus tôt, dans Hôtel du Nord, elle a donné au mot atmosphère une intonation que toute la France reconnaît. À présent, Marcel Carné et Jacques Prévert préparent Les Enfants du Paradis. Le cinéma français construit un chef-d'œuvre pendant que, dans les rues, les uniformes allemands rappellent qui commande réellement. Le visage public d'Arletty est celui d'une femme libre, insolente, impossible à intimider. Elle vient d'un milieu modeste, a connu l'usine, le music-hall et les revues avant de devenir une actrice majeure. Sa gouaille n'est pas un effet fabriqué par un studio. Elle appartient à son identité. C'est précisément ce mélange d'indépendance et de familiarité qui la rend si populaire auprès d'un public adulte, lequel reconnaît en elle moins une princesse qu'une Parisienne qui refuse de baisser les yeux. Mais derrière les décors de cinéma se développe une relation qui va décider de sa réputation pour des décennies. Arletty rencontre Hans-Jürgen Söring, officier de la Luftwaffe, juriste et écrivain. Il est allemand. Elle est l'une des actrices les plus françaises de son époque. Leur liaison n'est ni une invention de la presse, ni une rumeur née après la guerre. Elle est établie par leur correspondance, par les interrogatoires de l'après-libération et par les témoignages conservés autour de leur histoire. Était-elle pour autant une espionne au service de l'occupant ? C'est ici que les mots doivent retrouver leur poids exact. Une relation avec un officier ennemi est un fait. La transmission d'un renseignement militaire en serait un autre. Or, aucun document connu ne démontre qu'Arletty ait livré des informations, recruté un agent ou participé à une opération clandestine. Elle soutiendra que leur conversation était sentimentale et que la guerre n'entrait pas dans leur intimité. Cela ne signifie pas que son choix était sans conséquence morale. Pendant qu'une partie du pays subissait les arrestations, la faim, les persécutions et la clandestinité, l'actrice bénéficiait d'une proximité avec un homme portant l'uniforme de l'occupant. Elle continua de travailler, elle fréquenta des lieux auxquels beaucoup de Français n'avaient pas accès. À la Libération, cette différence devint impossible à ignorer. Le pays ne cherchait pas seulement des coupables devant les tribunaux. Il cherchait des images capables de résumer 4 années d'humiliation. Les femmes accusées d'avoir aimé des Allemands devinrent l'une de ces images. Certaines furent tondues publiquement. D'autres furent emprisonnées, insultées ou exclues de leur profession. La formule de collaboration horizontale transforma la sexualité féminine en catégorie politique, comme si le corps d'une femme pouvait à lui seul signer un traité avec l'ennemi. Arletty est arrêtée et détenue, puis placée en résidence surveillée. Le comité d'épuration des professions artistiques lui adresse un blâme et lui interdit temporairement de travailler. Pourtant, la justice ne produit pas le dossier d'une grande agente allemande. Ce qu'elle punit essentiellement, c'est une liaison assumée par une vedette dont la célébrité rend l'exemple spectaculaire. Une phrase lui est souvent attribuée. Son cœur serait français, mais le reste de son corps international. Elle correspond parfaitement au personnage public d'Arletty. Elle est brillante, provocatrice, immédiatement mémorable. Mais sa formulation exacte et les circonstances dans lesquelles elle aurait été prononcée varient selon les récits. La répéter comme une plaisanterie suffit rarement à comprendre ce qui s'est joué. Elle transforme une époque de violence et de jugement en bons mots de cabaret. Le plus troublant est ailleurs. Söring et Arletty continuent de s'écrire après la guerre. Ce détail ne prouve ni l'innocence ni la culpabilité politique de l'actrice. Il montre seulement que leur lien ne se réduit pas aisément à un calcul d'avantages. L'amour peut être réel et le choix moralement aveugle. Les deux propositions peuvent coexister. Après son retour au cinéma, Arletty ne retrouve jamais tout à fait la place qui était la sienne avant l'épuration. Les Enfants du Paradis devient un monument national, tandis que la vie privée de son interprète demeure attachée à l'occupation. Voilà la première contradiction de notre histoire. Le public accepte qu'une œuvre survive à la guerre, mais il exige parfois qu'une femme reste enfermée dans une seule décision. Arletty a-t-elle séduit l'ennemi pour servir une cause secrète ? Rien ne le prouve. Elle a aimé un officier allemand et payé publiquement cette relation. Mais la femme suivante ne fut pas liée à un soldat. Elle épousa un diplomate, monta dans un train de propagande et passa le reste de sa vie à expliquer pourquoi elle avait accepté le voyage. Au printemps 1942, un groupe de vedettes françaises arrive à Berlin. Les appareils photographiques allemands sont prêts. Les sourires seront montrés comme la preuve que la culture française s'accommode du nouvel ordre européen. Parmi les voyageurs se trouvent Albert Préjean, Viviane Romance, Suzy Delair et Daniel Darieux. Pour la propagande, le casting est idéal. Pour la mémoire française, cette image deviendra un piège.
Danielle Darrieux n'est pas une actrice secondaire cherchant désespérément un rôle. Elle est déjà une immense vedette. Son visage, sa voix et son élégance appartiennent au cinéma des années 30. Elle a tourné en France et à Hollywood. Avec Retour à l'aube, Battement de cœur ou Premier rendez-vous, elle incarne une modernité légère, sentimentale et sûre d'elle-même. Le public ne voit pas seulement une comédienne, il voit une France raffinée que l'occupation prétend ne pas avoir détruite. Le cinéma français est alors étroitement contrôlé. La société Continental Films, financée par l'Allemagne et dirigée par Alfred Greven, produit des films à Paris. Des artistes travaillent pour elle pour des raisons différentes. Continuer leur métier, gagner leur vie, protéger des proches, éviter le chômage ou simplement ne pas mesurer la portée politique de chaque contrat. Tout ramener à une adhésion idéologique serait faux. Tout excuser au nom de l'art le serait également. Dans la vie de Darrieux apparaît Porfirio Rubirosa. Diplomate dominicain, joueur de polo et figure de la haute société internationale, il possède cette réputation de séducteur qui l'accompagnera longtemps. Mais il est aussi opposé aux puissances de l'Axe. Les autorités allemandes le retiennent et limitent ses mouvements. Danielle Darrieux dira plus tard qu'elle n'a accepté le voyage à Berlin qu'après avoir obtenu l'assurance de pouvoir le rencontrer. Que voit le public dans les actualités filmées? Une vedette française accueillie par l'Allemagne. Derrière cette image, la femme vit, selon sa propre version, une négociation intime menée pour retrouver l'homme qu'elle aime. Le problème est que la propagande ne filme pas les conditions d'un accord. Elle ne conserve que le sourire final. Le voyage fournit donc aux autorités allemandes exactement ce qu'elles recherchent. La présence de stars connues donne une apparence de normalité à l'occupation. Même si Darrieux n'adhère pas au nazisme, son image peut être utilisée sans que ses motivations personnelles apparaissent. C'est l'une des lois les plus cruelles de la célébrité. Une photographie appartient souvent davantage à celui qui la diffuse qu'à celui qui y figure. Rubirosa est finalement libérée. Darrieux l'épouse à Vichy. Elles rompent ensuite avec la Continentale et le couple se tient à l'écart, d'abord en Suisse, puis sous surveillance et sous un autre nom en région parisienne, selon les périodes rapportées. Elle ne devient pas une propagandiste active du Reich. Elle ne rejoint pas non plus la résistance. Son histoire reste dans cette zone inconfortable où un choix privé sert une machine politique. On pourrait dire qu'elle avait vendu son image pour sauver un diplomate. La formulation est brutale, mais elle approche davantage le dossier que l'accusation de prostitution ou d'espionnage. Rien n'établit qu'elle ait recueilli des secrets dans l'intimité de Rubirosa. Rien ne permet de dire que l'Allemagne l'ait envoyé séduire qui que ce soit. Le diplomate était son compagnon, puis son mari. La transaction documentée concerne surtout sa présence dans un voyage utile à la propagande. Après la libération, elle est interrogée mais n'est pas frappée d'une condamnation comparable à celle de figures avérées de la collaboration. Sa carrière reprend. Sous la direction de Max Ophuls, de Joseph Mankiewicz et d'autres cinéastes, elle devient l'une des rares actrices françaises capables de traverser presque tout le siècle sans perdre son prestige. Madame de... fera même de son élégance le centre d'un drame où les apparences circulent et mentent mieux que les personnages. Ce retour ne supprime pourtant pas le voyage de Berlin. Pendant des décennies, la question revient dans les portraits et les entretiens. Darrieux maintient son explication, elle voulait voir Rubirosa. Des historiens insistent sur l'aveuglement nécessaire pour monter dans ce train. Entre ces deux lectures, le spectateur doit résister à une tentation commode. Comprendre un motif ne signifie pas absoudre un acte. Condamner un acte ne permet pas d'inventer une mission sexuelle. La différence est essentielle pour notre enquête. Le cinéma donne facilement l'illusion qu'une femme élégante, un diplomate et une capitale ennemie composent automatiquement une opération d'espionnage. Dans la réalité, nous avons une relation, une pression, un voyage et son exploitation propagandiste. C'est déjà beaucoup. Ce n'est pas la même chose qu'un dossier de renseignement. À ce stade, un premier dessin apparaît. Arletty fut puni pour une liaison. Darrieux resta marqué par une négociation dont l'Allemagne captura l'image. La troisième actrice connut une sanction encore plus terrible. Elle fut associée à un officier allemand, violenté, emprisonné, puis libérée sans qu'aucune charge ne soit retenue contre elle. Dans Pépé le Moko, Jean Gabin tente de quitter la Casbah pour rejoindre une femme apparue comme une promesse d'ailleurs. Cette femme, c'est Mireille Balin. Bijou, regard sombre, silhouette inaccessible. Le cinéma des années 30 fait d'elle une incarnation presque parfaite de la femme fatale. Lorsque la fiction conduit un homme à sa perte, le public applaudit. Lorsque la guerre arrive, cette image va se retourner contre l'actrice elle-même. Mireille Balin est alors l'un des visages les plus admirés de France. Elle joue auprès de Gabin, de Tino Rossi et des grandes figures de son temps. Les magazines photographient ses robes et ses maisons. Son personnage public repose sur le luxe, le désir et une forme de distance.
Ce masque cinématographique aura une conséquence inattendue. Beaucoup seront prêts à croire qu'une femme jouant les aventurières à l'écran ne peut aimer un officier allemand que par intérêt ou par goût du pouvoir. Sous l'occupation, elle entretient une liaison avec Alois Deisbuck, souvent appelé Birl, officier de la Wehrmacht lié à l'ambassade d'Allemagne. La relation est connue. Le couple vit ensemble et se fiance. Balin cesse progressivement de tourner. À mesure que l'Allemagne recule, leur situation devient dangereuse. Ils cherchent une issue et espèrent, semble-t-il, pouvoir se placer sous la protection des Américains. En septembre 1944, ils sont arrêtés dans la région de Monaco. Les récits de ce qui suit sont extrêmement graves. Mireille Balin est dépouillée, battue et victime de violences sexuelles commises par des hommes se présentant comme résistants. Pendant longtemps, certains détails ont circulé sous des formes différentes. Une chose ne devrait toutefois jamais dépendre du jugement porté sur sa liaison. Aucune relation avec un Allemand ne pouvait justifier de telles violences. Pourquoi son corps devient-il le lieu de la punition ? Parce que l'épuration sauvage vise particulièrement les femmes dont l'intimité est considérée comme une trahison visible. Les hommes ayant fourni du matériel, réalisé des affaires ou entretenu des liens administratifs avec l'occupant disposent parfois de dossiers complexes, d'avocats et de réseaux. Une actrice photographiée avec un officier offre une culpabilité immédiatement lisible. La foule n'a pas besoin d'archives. Elle croit reconnaître le scénario. Balin est ensuite emprisonnée. Elle passe par Nice, puis par Fresnes. On examine son activité, ses fréquentations, sa participation à un film favorable au camp franquiste avant la guerre, ainsi que sa relation avec Deisbuck. Le résultat juridique est capital. Après plusieurs mois de détention, elle essaie libérée et aucune charge n'est retenue contre elle. Aucune interdiction professionnelle officielle ne vient conclure le dossier. Très peu de récits populaires mentionnent ce non-lieu avec la même force que son arrestation. L'accusation possède une image puissante. L'avant-pas est l'officier allemand. L'absence de charge, elle, ne produit ni affiche ni photographie spectaculaire. Pourtant, si l'on respecte les faits, le deuxième élément doit peser autant que le premier. Deisbuck offre lui-même une contradiction déconcertante. Après la guerre, il travaille un temps pour les Américains, puis pour Roger Wibot, responsable de la nouvelle direction de la surveillance du territoire. L'homme dont la présence avait suffi à condamner socialement Balin devient donc utile au service du camp vainqueur. Cette évolution ne le transforme pas rétroactivement en résistant. Elle montre seulement que les appareils d'État jugent les individus selon leurs informations et leurs besoins, tandis que l'opinion juge souvent selon une photographie. Mireille Balin tente de revenir au cinéma, le retour échoue. La femme qui avait incarné le luxe connaît la maladie, l'isolement et des difficultés financières. À sa mort, en 1968, sa gloire appartient déjà à un autre monde. Le cinéma continue de montrer son visage dans Pépé le Moco, mais la vie réelle a imposé un autre rôle, celui de la star déchue pour avoir aimé du mauvais côté de la frontière. Fut-elle une collaboratrice sentimentale, une femme aveuglée, ou simplement une cible idéale au moment de la vengeance ? Les mots doivent rester séparés. Sa liaison est établie. Son absence de condamnation pour intelligence avec l'ennemi l'est aussi. La violence qu'elle subit ne devient pas légitime selon la réponse morale que chacun apporte à la première question. Voici donc 3 femmes et 3 versions d'un même mécanisme. Une liaison sanctionnée professionnellement. Un voyage de propagande expliqué par la libération d'un diplomate. Une actrice arrêtée puis relâchée sans charge. Si nous nous arrêtions là, le film raconterait seulement comment le désir féminin fut transformé en crime public. Mais la 4e femme change tout. Elle aussi entrait dans les ambassades, parlait avec des officiers et utilisait son charme. Cette fois, il ne s'agit pas d'une accusation commode. Il existe un dossier d'agent, un officier traitant et des missions reconnues par la France. Septembre 1939. La guerre vient d'être déclarée. Dans sa propriété du Vésinet, Joséphine Baker reçoit Jacques Abté, officier du contre-espionnage français. Elle est l'une des femmes les plus célèbres d'Europe. Elle ne peut traverser une salle sans attirer les regards. Pour un agent clandestin ordinaire, ce serait un handicap. Pour elle, ce sera précisément la couverture. Joséphine est née aux États-Unis dans la pauvreté et la ségrégation. Paris l'a transformée en vedette avec la revue Nègre, ses danses, ses costumes et cette énergie qui semble défier toutes les conventions. En 1937, elle obtient la nationalité française. Lorsque la guerre éclate, son attachement à la France n'est pas seulement une déclaration mondaine. Elle propose concrètement ses services. Les archives militaires conservent plusieurs dossiers à son nom. Résistante, agente de renseignement, officier de l'armée de l'air. Nous ne sommes plus dans la rumeur construite après une liaison. L'activité clandestine est reconnue par l'État qu'elle a servi. Pourtant, même ici, la légende a parfois ajouté des ornements. Il faut distinguer ce que les dossiers établissent, ce que son officier traitant a raconté après la guerre et ce que les biographies ont rendu plus spectaculaire.
Sa première force est l'accès. Les ambassades, les réceptions et les salons s'ouvrent devant Joséphine Baker. Diplomates italiens, responsables japonais, fonctionnaires de Vichy, officiers et hommes d'affaires souhaitent la rencontrer. Ils voient une artiste entourée de bijoux, d'animaux et de musique. Ils ne voient là pas la femme qui écoute les noms, les déplacements, les opinions et les conversations pouvant intéresser le contre-espionnage. Devait-elle coucher avec ces hommes pour obtenir leurs secrets? Aucun document sérieux ne permet de l'affirmer comme méthode imposée. Son arme principale est plus subtile. Sa célébrité pousse les puissants à parler devant elle comme si une artiste ne pouvait comprendre la politique. Le préjugé devient une faille de sécurité. Elle n'a pas besoin de disparaître. Elle se protège en étant trop visible. Après la défaite française, elle poursuit son engagement. Des documents et des renseignements voyagent avec elle. Le récit le plus célèbre évoque des informations écrites à l'encre invisible sur des partitions, ainsi que des photographies dissimulées parmi ses affaires. Certains détails proviennent des mémoires de Jacques Zapté, lequel a parfois présenté leur action sous une lumière héroïque et personnelle. Mais le transport de messages, l'utilisation des tournées comme couverture et le travail au profit de la France libre reposent sur une documentation solide. En Afrique du Nord, sa santé se dégrade gravement. Même hospitalisée, elle reste entourée de visiteurs et continue d'être utile. Elle se produit ensuite pour les troupes alliées et met son image au service de la France combattante. À la fin de la guerre, elle reçoit la médaille de la Résistance, la Croix de guerre et la Légion d'honneur. Des décennies plus tard, son entrée au Panthéon reconnaît également cette dimension de sa vie. Pourquoi Joséphine Baker fut-elle honorée quand d'autres femmes furent humiliées pour avoir fréquenté des étrangers? Parce que, dans son cas, la finalité de l'action est documentée. Elle transmet au camp français. Elle accepte un risque réel. Elle ne se contente pas de partager l'intimité d'un homme en uniforme. L'intention, la chaîne de renseignement et la reconnaissance officielle changent entièrement la qualification. Mais cette distinction révèle aussi une injustice persistante. Quand une femme utilise sa sociabilité, son charme ou sa célébrité pour recueillir des informations, la mémoire populaire ajoute presque automatiquement un lit à la scène. Comme si une espionne ne pouvait convaincre autrement. Comme si la conversation, l'intelligence et l'observation n'étaient pas suffisamment cinématographiques. Joséphine Baker n'a pas vendu son corps à la France. Elle a offert son accès, sa mobilité, son courage et une célébrité qu'elle savait transformer en camouflage. La nuance est moins vulgaire que le titre d'un tabloïd, mais beaucoup plus étonnante. La femme la plus visible de Paris pouvait transporter un secret parce que personne n'imaginait qu'elle soit autre chose qu'un spectacle. Si vous aimez cette manière de séparer les archives des légendes, vous pouvez vous abonner. Dans les histoires qui suivent, cette différence devient encore plus décisive. Car après l'agente décorée vient une autre icône française. Elle ne monta jamais sur une scène de cinéma, mais habilla les actrices, les aristocrates et les femmes de pouvoir. Son nom évoque un parfum et une petite robe noire. Les archives allemandes et françaises lui donnent pourtant un autre nom, Westminster, Paris, pendant l'occupation. Au Ritz, où résident également des responsables allemands, Gabrielle Chanel conserve un appartement. Sa maison de couture est fermée, mais son parfum continue de représenter une fortune. Dans les couloirs d'un hôtel, devenu l'un des décors les plus ambigus de la capitale, la créatrice partage la vie de Hans-Günther von Dinkler, ancien attaché de l'ambassade d'Allemagne et agent du renseignement nazi. Coco Chanel n'est pas actrice. Elle a pourtant construit un personnage public avec une précision que bien des studios pourraient envier. L'orpheline devenue arbitre de l'élégance, la femme qui libère les silhouettes, l'amie des artistes et des satis et des puissants. Chaque élément compose une légende française. Son ancien lien avec le duc de Westminster lui a donné accès à une partie de l'aristocratie britannique et indirectement au cercle de Winston Churchill. Longtemps, sa relation avec Dinklage fut présentée comme une compromission sentimentale parmi d'autres. Puis des archives ont offert une image plus lourde. Un document de la préfecture de police la décrit sous le pseudonyme Westminster et mentionne la référence d'agent F 7124. Des sources allemandes la rattachent à l'Abwehr. L'existence de cette identification ne raconte pas à elle seule chaque geste de Chanel, mais elle fait passer le dossier du domaine du commérage à celui du renseignement documenté. Pourquoi aurait-elle accepté? Plusieurs intérêts se croisent. Chanel veut protéger ou faire libérer un neveu prisonnier en Allemagne. Elle cherche aussi à reprendre le contrôle économique des parfums Chanel, alors détenus majoritairement par la famille Wertheimer qui est juive. Les lois antisémites peuvent lui sembler offrir une occasion. Enfin, elle partage la vie d'un homme lié aux services allemands. Il serait pourtant imprudent de réduire son engagement à une seule motivation que Chanel n'a jamais clairement exposée.
La pièce la plus spectaculaire est l'opération Modellhütte, le chapeau de modèle. En 1943, alors que la défaite allemande devient concevable, Walter Schellenberg et son entourage cherchent des voies de contact avec les Britanniques. Chanel pense pouvoir transmettre un message grâce à ses relations anciennes avec Churchill. Elle se rend à Madrid avec Verabat, Lombardie et des intermédiaires allemands. Est-ce une mission de paix ou une opération du Reich destinée à sauver certains de ses dirigeants? Les deux descriptions ne s'excluent pas. Chanel a pu se persuader qu'elle ouvrait une porte diplomatique tout en travaillant dans un dispositif conçu par les services de l'Allemagne nazie. Les agents clandestins ne se décrivent pas toujours comme des traîtres. Ils peuvent se voir comme négociateurs, protecteurs ou réalistes. La mission échoue. Vera Lombardi dénonce l'entreprise aux Britanniques. Churchill ne s'engage pas dans la voie souhaitée. Chanel n'a pas renversé le cours de la guerre. Mais l'échec ne supprime pas l'existence de la démarche. Contrairement aux histoires précédentes, nous avons ici une femme célèbre. Un officier de renseignement, un pseudonyme, un numéro de dossier, un voyage et un objectif politique précis. Cela prouve-t-il que Chanel a séduit Dinklage sur ordre? Non. Leur relation précède et accompagne l'activité, mais aucun élément ne montre que les services allemands lui aient demandé de vendre son corps. L'intimité ouvre un réseau, comme chez beaucoup d'agents masculins et féminins. La transformer en prostitution serait remplacer l'analyse par une insulte. À la Libération, Chanel est brièvement interrogée puis relâchée. Elle quitte la France pour la Suisse. Les raisons exactes de l'absence de poursuite restent discutées. Ses défenseurs évoquent la faiblesse des preuves disponibles au moment des faits. D'autres soupçonnent l'intervention de relations puissantes, notamment britanniques. Il n'existe pas de document simple permettant d'affirmer que Churchill a personnellement effacé son dossier. La prudence est donc nécessaire même lorsque la tentation romanesque est immense. En 1954, elle revient à Paris et relance sa maison. Après un accueil français froid, les clientes américaines contribuent à son nouveau succès. Bientôt, le tailleur Chanel redevient un symbole mondial. La marque survit à la guerre, à l'exil et aux archives. Le personnage public reprend le dessus sur l'agente présumée Westminster. Ce bloc ne signifie ni que toute l'œuvre de Chanel serait annulée par un dossier, ni que le génie artistique effacerait ses choix. Pour la première fois dans notre film, une icône française apparaît au cœur d'une véritable opération allemande. La nuance demeure sur ses motivations et sur l'étendue exacte de son activité, mais pas sur la proximité concrète avec l'appareil de renseignement nazi. Au milieu de notre enquête, l'échelle a donc changé. Nous sommes partis d'une liaison sans espionnage prouvé. Nous arrivons à un pseudonyme et à une mission politique. Pourtant, l'histoire suivante va renverser une autre certitude. Des décennies avant Chanel, une reine du music-hall rencontra en Suisse un prince allemand. Cette fois, les renseignements furent transmis à la France et l'un d'eux aurait aidé à prévoir une offensive majeure. Une photographie de Mistinguett suffit à faire revenir le Paris des revues. Les plumes, les jambes célèbres, le sourire d'une femme qui semble avoir inventé sa propre lumière. Dans la mémoire populaire, elle chante « Mon homme » et ça, c'est Paris. Pendant longtemps, une autre partie de sa vie resta enfermée dans une note rédigée après sa mort par le général Maurice Gamelin. Jeanne-Florentine Bourgeois vient d'une famille pauvre. Avant de devenir la reine du music-hall, elle vend des fleurs, apprend le violon et avance dans le monde du café-concert. Un dossier de police la décrit, à ses débuts, comme vivant probablement davantage de relations entretenues que du théâtre. Cette formulation appartient au regard policier de l'époque. Elle témoigne d'une réputation et d'un contrôle social, pas d'un verdict définitif sur chaque épisode de sa vie. À partir de 1908, le succès devient immense. Elle danse avec Max Dearly, puis rencontre Maurice Chevalier, plus jeune qu'elle. Ils deviennent partenaires et amants. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, Chevalier est mobilisé, blessé et fait prisonnier. Mistinguett cherche à savoir où il se trouve et comment le faire libérer. Elle révèle alors à l'état-major qu'elle a entretenu des rapports suivis avec un prince de Hohenlohe, membre d'une grande famille allemande. Celui-ci souhaite la revoir en Suisse, pays neutre. Plutôt que de refuser, elle propose aux Français d'utiliser la rencontre. Selon le témoignage de Gamelin, elle ne réclame aucune rémunération et fournit ensuite plusieurs renseignements. Surtout sur des personnes. S'agit-il de souvenirs embellis près de 40 ans après les faits? La question est légitime. La note de Gamelin est tardive, rédigée en 1956, au lendemain de la mort de Mistinguett. Mais elle provient d'un ancien chef militaire directement placé au sommet de l'état-major pendant la guerre. Elle est aujourd'hui mise en avant par les institutions françaises Willancimos du renseignement avec des références aux archives de la police et de la défense. La base est donc bien plus solide qu'une simple rumeur de coulisses. L'épisode majeur se situe en 1918. Lors d'une rencontre en Suisse, le prince aurait laissé entendre qu'une offensive allemande décisive ne frapperait pas là où les Français et les Britanniques l'attendaient, mais en Champagne.
L'information rejoint le service de renseignement où elle est recoupée avec d'autres sources. Gamelin reconnaît lui-même que l'état-major aurait probablement appris le projet par d'autres moyens. Il estime néanmoins que l'alerte précoce donnée par Mistinguett fut précieuse. A-t-elle obtenu ce renseignement dans le lit du prince? Les récits populaires adorent l'affirmer, car l'image semble parfaite. La note disponible parle de rencontres et d'un moment d'abandon verbal. Elle ne décrit pas la scène intime. Ajouter une chambre, une robe précise ou une confession après l'amour serait reproduire exactement la faute des récits sensationnalistes, remplir le silence des archives avec ce que le public s'attend à voir. Mistinguett voyage également en Italie, en Angleterre et probablement en Espagne. Le roi Alphonse XIII lui aurait confirmé que son pays resterait neutre. Là encore, son accès social constitue l'outil. Elle n'a pas besoin de porter un uniforme. Elle entre dans des lieux où un officier français susciterait la méfiance. Son métier lui permet de circuler entre la scène, les salons et les frontières. Lorsque son activité est évoquée publiquement en 1918, le contexte transforme la révélation. Certains journaux la présentent comme une indicatrice surveillant ses collègues. Elle tente de se défendre sans pouvoir expliquer la nature réelle de ses missions. Le secret qui l'avait protégée devient alors un piège. Elle ne peut fournir la preuve de son patriotisme sans trahir le service. Après la guerre, aucune grande cérémonie officielle ne récompense son action. Elle poursuit une carrière extraordinaire, dirige le Moulin Rouge et devient un symbole national. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle ne reprend pas le renseignement. À la Libération, elle reçoit seulement un blâme professionnel pour avoir recommencé à se produire à Paris sous l'occupation tout en ayant refusé de chanter en Allemagne. Mistinguett représente donc presque l'inverse d'Arletty. Toutes deux ont connu un homme allemand. Pour l'une, la relation privée entraîna une sanction sans preuve d'espionnage. Pour l'autre, une relation ancienne fut consciemment utilisée pour renseigner la France. Ce n'est pas la nationalité de l'amant qui décide du sens historique, c'est la finalité documentée des actes. Mais une difficulté demeure. Les archives peuvent confirmer une mission sans révéler chaque détail. Elles peuvent aussi conserver une version écrite longtemps après les événements. Entre la preuve parfaite et la légende pure existe un territoire où l'historien doit mesurer les sources. C'est précisément là que nous attend Claude France, actrice du cinéma muet dont la mort mystérieuse fut bientôt entourée de secrets, de gaz et du fantôme de Mata Hari. Le 3 janvier 1928, Paris apprend la mort de Claude France. L'actrice a 34 ans, elle est se retrouver chez elle, intoxiquée au gaz. Quelques semaines plus tard, doit sortir l'un des films les plus importants de sa carrière. Pour la presse et le public, l'incompréhension ouvre immédiatement la porte aux hypothèses. Claude France est née Jane Joséphine Anna Françoise Wittig dans l'Empire allemand avant de devenir française. Léon Gaumont remarque sa beauté. Au cours des années 20, elle tourne dans Le Père Goriot, Le Bossu, La Madone des Sleeping et d'autres productions qui font d'elle un visage familier du cinéma muet. Ses photographies montrent une élégance sculptée pour l'objectif, entre aristocratie et mélancolie. Après sa mort, une autre biographie se superpose à la filmographie. Des récits la présentent comme une agente française pendant la Première Guerre mondiale. Certains affirment qu'elle aurait fréquenté Mata Hari et contribué à sa dénonciation. D'autres imaginent que des secrets anciens expliquerait son suicide. Plus l'actrice disparaît, plus l'espionne devient visible. Son identité franco-allemande, sa carrière et sa mort par le gaz sont documentées. L'existence d'une activité de renseignement est répétée dans plusieurs notices biographiques, mais les sources ouvertes, fiables, offrent peu de détails vérifiables sur ses missions. Le lien opérationnel précis avec Mata Hari est encore plus fragile. Nous ne disposons pas d'un dossier comparable à celui de Joséphine Baker, ni d'une note aussi explicite que celle consacrée à Mistinguett. Cette faiblesse documentaire ne prouve pas que tout soit faux. Les services secrets ont précisément pour fonction de laisser peu de traces. Mais l'absence d'archives ne transforme pas chaque rumeur en vérité cachée. Dire que Claude France a été présentée comme espionne est sûr, décrire les conversations qu'elle aurait eues, les hommes qu'elle aurait séduits ou l'information qu'elle aurait livrée ne le serait pas. La légende s'est installée facilement parce que son nom de scène semble déjà annoncer une allégorie patriotique. Elle est née en territoire allemand, devient une vedette française et meurt jeune dans des circonstances dramatiques. Elle appartient au cinéma muet, cet art dont les visages survivent alors que les voix ont disparu. Tout semble inviter les générations suivantes à écrire les dialogues manquants. Le gaz joue également un rôle dans l'imaginaire de l'époque. De nombreuses morts accidentelles ou volontaires lui sont liées. Mais dans le cas d'une actrice supposément connectée au service, un moyen courant devient immédiatement un signe de liquidation secrète. La mécanique du mythe est simple. La mort est mystérieuse, donc la vie devait cacher une mission. Or, une conséquence ne démontre pas sa propre cause.
Son suicide prouve-t-il qu'elle connaissait des secrets dangereux? Non, il ne prouve même pas à lui seul la raison de son geste. Lui attribuer une peur, une culpabilité ou un ordre silencieux serait inventer son monde intérieur. Nous devons accepter une limite rarement tolérée par les récits concurrents. Certaines vies conservent une zone inconnue. Claude France reste pourtant utile à ce film justement parce que son dossier résiste. Elle montre comment une actrice peut être recrutée une seconde fois après sa mort, non par un service d'État, mais par l'industrie de la légende. Chaque auteur ajoute une mission, chaque article répète le précédent, et bientôt la répétition prend l'apparence d'une archive. Le contraste avec Joséphine Baker est brutal. Pour Baker, les dossiers militaires précèdent la légende. Pour Claude France, la légende dépasse les dossiers accessibles. Les deux femmes sont appelées espionnes, mais le même mot repose sur des fondations différentes. Retirer Claude France de l'histoire ferait perdre une question essentielle. Un documentaire ne doit pas seulement raconter ce qui est établi. Il doit aussi montrer comment naît une certitude publique sans preuve suffisante. La réponse honnête n'est pas toujours oui ou non. Elle peut être « nous savons ceci, nous ignorons cela » et voici le moment où le récit a commencé à combler le vide. La prochaine actrice ne manque pas de documents. Elle fréquenta l'ambassadeur Otto Abetz, les cercles de la collaboration et un officier de la Luftwaffe. Elle suivit son père jusqu'à Sigmaringen et fut jugée après la guerre. Pourtant, même dans ce cas accablant, la justice prononça un non-lieu pour intelligence avec l'ennemi. L'histoire de Corinne Luchaire oblige à distinguer la proximité avec le pouvoir de la preuve d'espionnage. En 1938, Prison sans barreaux révèle au public une jeune actrice au visage lumineux. Corinne Luchaire n'a pas encore 20 ans. Le cinéma lui promet une carrière importante, mais la tuberculose interrompt rapidement son ascension. Lorsque la guerre commence, elle possède déjà la célébrité sans avoir eu le temps d'acquérir l'indépendance qui aurait pu l'éloigner de son milieu familial. Son père, Jean Luchaire, c'était journaliste. Partisan du rapprochement franco-allemand dans l'entre-deux-guerres, il devient sous l'occupation l'une des figures les plus engagées de la collaboration. Il dirige Les Nouveaux Temps, fréquente Otto Abetz, ambassadeur d'Allemagne à Paris, et construit autour de lui un univers où responsables allemands, journalistes, artistes et profiteurs se rencontrent constamment. Corinne vit au centre de ce monde. Elle participe à des réceptions, connaît Abetz comme un ami de son père et rencontre des officiers de la Wehrmacht ainsi que des personnalités fascistes. Elle fréquente aussi des soirées associées à la Carlingue, la Gestapo française de la rue Lauriston. La jeune actrice ne peut donc prétendre avoir ignoré entièrement la nature du milieu qui l'entoure. Mais son degré de responsabilité personnelle doit être établi par ses propres actes, pas simplement hérité du crime politique de son père. Sa vie privée alimente encore le dossier. Après un mariage bref avec un homme impliqué dans le marché noir, elle entretient une relation avec Wolrad Gerlach, officier autrichien de la Luftwaffe dont elle a une fille. Aux yeux de l'opinion, les éléments semblent s'emboîter. Père collaborationniste, ambassade allemande, nuit parisienne, officier ennemi. Le verdict paraît écrit avant même l'audience. Lorsque Paris est libéré, la famille Luchaire fuit vers Sigmaringen, où se rassemble une partie du régime de Vichy en déroute. Corinne suit son père. Elle passe ensuite en Italie où la famille est arrêtée. Jean Luchaire est ramené en France, jugé pour intelligence avec l'ennemi et fusillé en 1946. La même accusation ne peut pas être appliquée automatiquement à sa fille. La justice examine son comportement. Devant la chambre civique, on lui reproche ses relations suivies avec les responsables allemands, ses voyages, sa présence dans les cercles de collaboration et son départ pour Sigmaringen. Elle répond que nombre de ces relations étaient mondaines et découlaient de la position de son père. Le résultat contient une distinction fondamentale. Corinne Luchaire bénéficie d'un non-lieu pour intelligence avec l'ennemi. Autrement dit, la justice ne retient pas l'infraction la plus grave. Elle est néanmoins condamnée à 10 années d'indignité nationale pour son comportement pendant l'occupation. La condamnation est réelle, le non-lieu l'est également. Supprimer l'un ou l'autre déformerait le dossier. Ce verdict signifie-t-il qu'elle était innocente de tout choix moral? Non. La chambre civique sanctionne précisément son insertion dans le monde de la collaboration. Mais il signifie qu'aucune preuve suffisante n'a permis de la déclarer espionne ou auteur d'une intelligence pénale avec l'ennemi. Une mondaine compromise n'est pas automatiquement une agente secrète. Sa santé est déjà ruinée. Elle a tenté de se suicider à plusieurs reprises, selon les périodes rapportées, et vit avec la tuberculose. En 1949, elle publie Ma drôle de vie, récit où elle décrit son existence rapide, ses erreurs et ce milieu qui l'a emporté. Elle meurt l'année suivante, à 28 ans. Son père demeure un collaborateur condamné à mort. Elle reste dans la mémoire collective l'actrice éclaboussée par son nom.
Il serait séduisant d'écrire qu'elle recevait des ordres dans une chambre de l'ambassade, qu'elle attirait des diplomates et transmettait leurs confidences à son père. Aucun document présenté au procès ne permet de raconter cela comme un fait. La réalité est moins mécanique et peut-être plus inquiétante. Il n'est pas nécessaire d'être officiellement recruté pour servir de décor humain à un système. Corinne Lucher incarne la proximité sans preuve d'opération. Elle bénéficie de privilèges, partage les lieux du pouvoir occupant et ne rompt pas avec son père. Ce sont des choix lourds. Pourtant, la justice elle-même refuse de les convertir en espionnage. La différence entre indignité nationale et intelligence avec l'ennemi n'est pas un détail de vocabulaire. C'est la frontière entre une conduite socialement et politiquement compromise et un crime déterminé. Dans ce film, son histoire arrive après celle de Claude France pour une raison précise. Avec Claude, presque aucun élément opérationnel n'est accessible, mais la légende affirme l'espionnage. Avec Corinne, les fréquentations compromettantes sont abondantes, mais le chef d'intelligence avec l'ennemi se termine par un non-lieu. Les apparences ne montent donc pas toujours dans la même direction que les preuves. La 9e femme comprit mieux que toutes les autres la puissance de cette contradiction. Ancienne prostituée, aviatrice, prétendue espionne et future élue, Marthe Richard fit de sa biographie un spectacle national. Elle devint célèbre en racontant comment elle avait trompé les Allemands, puis les historiens découvrirent que la plus grande opération de sa vie avait peut-être consisté à transformer quelques missions modestes en une légende immense. En 1937, les cinémas français projettent Marthe Richard au service de la France. Edwige Feuillère interprète l'héroïne. Sur l'écran, l'ancienne aviatrice devient une espionne intrépide qui affronte le danger pour la patrie. Le public ne regarde pas seulement un film d'aventure. Il regarde une femme réelle participer à la fabrication officielle de son propre mythe. Marthe Bettenfeld naît en Lorraine dans un milieu modeste. Très jeune, elle passe par la prostitution réglementée. Elle épouse Henri Richer, industriel et aviateur, apprend à piloter et devient l'une des premières femmes françaises à obtenir son brevet. Pendant la Première Guerre mondiale, son mari meurt au combat. Marthe veut servir la France et entre en relation avec le capitaine Georges Ladoux, responsable du contre-espionnage. La version héroïque raconte une infiltration brillante en Espagne. Marthe devient la maîtresse du baron Hans von Kroon, attaché naval allemand à Madrid. Elle ouvre un salon de beauté qui sert de lieu d'observation, intercepte des informations sur les sous-marins et trompe l'ennemi avec une habileté digne du cinéma. Ses mémoires détaillent les risques, les messages et les confessions obtenues auprès de son amant. Une partie de cette activité a probablement existé. Elle fut bien en contact avec Ladoux, se rendit en Espagne et approcha von Kroon. Mais les recherches ultérieures ont montré que ces résultats opérationnels furent largement exagérés et que plusieurs exploits racontés après la guerre ne reposaient pas sur des preuves indépendantes solides. Le capitaine Ladoux lui-même publia des récits romancés, participant à la construction de l'héroïne. Marthe Richard était-elle donc une imposture totale? Ce serait une conclusion trop simple. Une mission modeste n'est pas une mission inexistante. Elle a accepté de se placer dans un environnement dangereux et d'utiliser une relation personnelle au profit du renseignement français. Mais entre cette activité et l'agente décisive capable de modifier le cours de la guerre, il existe un espace rempli par la littérature, la publicité et son extraordinaire talent pour l'autopromotion. En 1932, Ladoux publie une histoire consacrée à Marthe, mêlant souvenirs et inventions. Elle réclame une part des droits, puis écrit ses propres mémoires. Le livre devient un succès. La Légion d'honneur, obtenue pour services rendus aux intérêts français, renforce la crédibilité publique du personnage. Ensuite vient le film. À chaque étape, la représentation nourrit la suivante. Le détail le plus savoureux arrive après la Seconde Guerre mondiale. Marthe Richard est élue au Conseil de Paris et devient le visage de la fermeture des maisons closes. L'ancienne prostituée fait voter la mesure dont son nom restera le symbole. Le paradoxe est irrésistible. Mais il serait injuste de le réduire à une hypocrisie. Elle connaît de l'intérieur le système réglementé et peut aussi vouloir le supprimer précisément pour cette raison. Sa biographie devient ainsi une bataille entre plusieurs Marthes. La jeune femme inscrite dans les fichiers de la prostitution, l'aviatrice pionnière, la veuve de guerre, l'agente de Ladoux, l'auteur qui transforme sa vie en épopée, l'élu qui ferme les bordels, toutes ont existé, mais pas toujours dans les proportions racontées au public. Dans le style des récits sensationnalistes, Marthe serait une candidate parfaite. On pourrait inventer une suite de chambres madrilènes, de bijoux allemands, de phrases murmurées et de documents cachés dans des dessous. Elle-même a parfois fourni le matériau permettant cette mise en scène. Pourtant, le travail documentaire impose une résistance. Une autobiographie est une source sur ce qu'une personne veut faire croire autant que sur ce qu'elle a vécu. Son histoire donne également une leçon sur le mot prostituée. Utilisé comme titre,
Il promet une révélation sexuelle et place immédiatement la femme en position de coupable ou de marchandise. Dans le dossier de Marthe, la prostitution de jeunesse est documentée, mais elle ne suffit ni à prouver ni à invalider ses missions. La capacité à obtenir un renseignement ne dépend pas de la respectabilité accordée par la société. Ce qui distingue Marthe Richard de Joséphine Baker n'est donc pas le courage supposé de l'une contre l'immoralité de l'autre. C'est la qualité des preuves disponibles et l'ampleur des résultats revendiqués. Baker possède des dossiers militaires convergents et des décorations liées à son service. Richard possède une activité réelle possible, mais aussi une autobiographie amplifiée par un ancien chef du renseignement devenu auteur. À la fin de sa vie, Marthe a presque réussi à faire de sa version un fait national. Pourtant, les archives rouvrent la distance entre la femme et le personnage. Cette distance nous conduit à la dernière héroïne, celle qui a donné un visage éternel à l'espionne séductrice. Sans Mata Hari, les 9 histoires de précédentes le seraient peut-être racontées autrement. Avec elle, chaque actrice entourée d'officiers devient immédiatement suspecte de vendre des secrets dans un lit. À l'aube du 15 octobre 1917, une voiture quitte la prison Saint-Lazare. Mata Hari est conduite au château de Vincennes. Elle a 41 ans. Quelques mois plus tôt, un tribunal militaire français l'a reconnue coupable d'intelligence avec l'ennemi. Ce matin-là, devant le peloton d'exécution, la femme disparaît. Le personnage, lui, devient immortel. Elle est née Margaretha Gertrude Hazel aux Pays-Bas. Après un mariage malheureux et une vie coloniale marquée par la violence et la perte, elle arrive à Paris et se réinvente. Elle prétend avoir appris des danses sacrées à Java, construit un passé exotique et choisit le nom de Mata Hari, l'œil du jour. Le public parisien veut croire à cette princesse lointaine. Elle lui donne exactement le récit qu'il désire. Son succès comme danseuse décline, mais elle continue de vivre grâce à des hommes riches et puissants. Officiers, diplomates et aristocrates traversent sa vie. Elle est une courtisane au sens le plus direct du terme. Lorsque la guerre ferme les frontières, sa nationalité néerlandaise lui permet encore de circuler entre pays neutres et belligérants. Ce qui était autrefois une liberté mondaine devient une anomalie suspecte. Les services allemands lui attribuent le code H21. Elle reçoit de l'argent d'un diplomate allemand, somme qu'elle présente comme le remboursement de biens confisqués et que l'accusation interprète comme une rémunération. Elle accepte également la proposition du capitaine Ladoux de travailler pour la France. Celui-ci envisage notamment qu'elle approche un responsable allemand de haut rang en Belgique. Mata Hari se retrouve ainsi dans la position dangereuse d'une femme offrant ses services à plusieurs appareils qui ne lui font pas confiance. À Madrid, elle fréquente l'attaché militaire allemand Arnold Calais et parle avec des représentants français. Un message allemand transmis dans un code que les Français savent déchiffrer désigne l'agente H21 d'une manière permettant de l'identifier. Était-ce une faute allemande, une manière de se débarrasser d'elle ou la confirmation d'une activité véritable? Le document est important, mais son intention demeure discutée. Le 13 février 1917, Mata Hari est arrêtée dans un hôtel parisien. Le procès se tient à huis clos en juillet et ne dure que 2 jours. L'accusation la présente comme une espionne redoutable, responsable indirectement de la mort de dizaines de milliers de soldats. Pourtant, aucun revers militaire précis n'est relié à une information identifiable qu'elle aurait transmise. Le contexte français pèse lourd. L'offensive du chemin des dames a tourné au désastre. Des mutineries traversent l'armée. Les grèves et la fatigue de guerre fragilisent le pays. La France a besoin de restaurer l'autorité et de montrer qu'elle démasque les responsables invisibles de ses souffrances. Une étrangère, divorcée, courtisane et libre de ses déplacements, offre une cible parfaite. Cela signifie-t-il qu'elle n'a jamais espionné? Pas nécessairement. Elle a accepté de l'argent allemand, reçu un code et cherché à monnayer ses accès. Elle a aussi accepté une mission française. Plusieurs historiens la considèrent comme une agente de faible valeur, opportuniste et imprudente, plutôt que comme une innocente absolue. Mais presque tous les travaux sérieux rejettent aujourd'hui l'image d'une maîtresse espionne dont les confidences auraient tué 50 000 soldats. Le tribunal militaire la condamne à mort, le verdict est définitif dans le cadre de l'époque. Il ne constitue toutefois pas une preuve de toutes les légendes publiées ensuite. Un jugement établit une culpabilité juridique. Il ne valide pas automatiquement chaque chiffre, chaque scène et chaque motif avancé par la propagande. Après l'exécution, la mythologie travaille rapidement. On raconte qu'elle aurait refusé le bandeau, envoyé un baiser aux soldats ou porté une tenue choisie comme pour une dernière représentation. Les récits des témoins divergent sur plusieurs détails. Même sa mort est mise en scène selon les besoins du narrateur. Son corps, non réclamé, est remis à la médecine. La femme que l'Europe décrivait comme irrésistible disparaît dans l'anonymat matériel. 100 ans plus tard, plus de 1000 pages du dossier sont accessibles. Elle ne révèle pas la super espionne promise par les films.
Elles montrent une femme endettée, ambitieuse et amoureuse d'un jeune officier russe blessé, désireuse de voyager et convaincue de pouvoir jouer avec des services qui la dépassent. Elles montrent aussi des enquêteurs prêts à interpréter sa sexualité comme un signe naturel de trahison. Mata Hari fut-elle espionne ou bouc émissaire? La réponse la plus honnête est inconfortable. Probablement une agente médiocre et intéressée, mais aussi un bouc émissaire dont l'importance fut démesurément amplifiée. Sa culpabilité possible ne justifie pas les chiffres sans preuve. Les faiblesses du procès ne rendant pas toutes ses activités innocentes. Revenons maintenant à l'image du début. 10 femmes, des robes du cinéma français, des réceptions diplomatiques et des hommes en uniforme. De loin, tout semble raconter la même histoire. Mais l'archive a séparé les silhouettes. Arletty a aimé un officier allemand sans espionnage démontré. Danielle Darieux a accepté un voyage de propagande pour retrouver un diplomate qu'elle aimait. Mireille Balin a été emprisonnée puis libérée sans charge. Joséphine Baker a réellement servi le renseignement français. Coco Chanel apparaît dans une opération allemande documentée. Mistinguett a utilisé une relation ancienne pour informer la France. Claude France reste enfermé dans une légende insuffisamment prouvée. Corinne Luchaire fut condamnée à l'indignité nationale mais bénéficia d'un non-lieu pour intelligence avec l'ennemi. Marthe Richard transforma des missions contestées en épopées. Mata Hari, enfin, fut à la fois condamnée et transformée en monstre beaucoup plus puissant qu'elle ne l'avait jamais été. Leur point commun n'est donc pas d'avoir vendu leur corps, c'est d'avoir vécu dans des époques où le corps d'une femme célèbre devenait une explication politique. Il pouvait servir de couverture, de preuve, de propagande ou de punition. Les services secrets utilisaient les accès créés par la beauté et la célébrité. La presse, elle, transformait ensuite ces accès en chambres imaginaires. La mémoire publique préfère une espionne fatale à un dossier contradictoire. Elle préfère une trahison dans un lit à une chaîne complexe de décisions, de pression et de responsabilités. Pourtant, la vérité documentaire commence exactement au moment où ce scénario trop parfait se brise. Laquelle de ces femmes vous paraît avoir été jugée le plus injustement par l'histoire? Écrivez-le en commentaire et abonnez-vous pour d'autres enquêtes où les archives s'y sont séparées des légendes. Car derrière chaque visage célèbre, il n'existe pas nécessairement un secret. Parfois, le véritable secret est la raison pour laquelle une époque avait tellement besoin d'en inventer un.